Bienvenue sur le plateau de Ce soir ou jamais, en compagnie de Jean Raspail. Vous êtes écrivain, grand voyageur, explorateur. Vous êtes l'auteur de Septentrion, de Moi Antoine de Tounins, roi de Patagonie, de Qui se souvient des hommes, des 7 cavaliers. Mais votre livre le plus célèbre, le plus sulfureux, le plus controversé, c'est Le Camp des Saints, paru en 1973. Il est aujourd'hui réédité avec une préface inédite. L'histoire était terrible, hein, Jean Raspail. Si 1 million de pauvres s'emparaient d'une centaine de cargos et tout à coup voguaient vers l'Europe, ce paradis, débarquaient sur les côtes françaises, que faudrait-il faire? C'était la question que vous posiez dans ce roman. Et l'une des réponses possibles, c'était il faudrait avoir le courage de tirer dans le tas. À l'époque, ça avait été assimilé à du racisme. C'est un tout petit peu schématisé, là. Oui, en effet, le Camp des Saints est une sorte de parabole. J'ai écrit ça en 72, publié en 73, et c'est 1 million, en effet, de gens du tiers-monde qui sont faibles, non armés, des femmes, des enfants, ils sont pauvres, ils viennent chercher le paradis. Seulement, ils sont 1 million. Et ils arrivent, ils s'échouent sur la côte d'Azur. Et derrière, il y a d'autres flottes avec d'autres millions qui sont prêtes à déferler si la réponse de la France et donc de l'Europe est positive ou négative. Alors le problème du Camp des Saints est très simple. Ça se passe, il y a l'unité de temps, de lieu et d'action. Ça se passe en 24 heures. En effet, ils s'échouent. Ils sont 1 million. Ils sont désarmés. Ils sont faibles. Et ils inspirent la sympathie. Ils inspirent la pitié. Mais ils sont 1 million. Et s'ils arrivent, si on les laisse débarquer, il y en a encore des millions derrière. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est le thème du Camp des Saints. La question pour vous se pose toujours de la même manière aujourd'hui, 40 ans plus tard? Je vous signale que le Camp des Saints est un roman. Ce n'est pas un livre de messages. Je n'ai pas de système, ni de solution, ni quoi que ce soit. Je suis romancier. J'ai imaginé cette situation. Bon. Cette situation, si vous voulez, est un peu celle qui est la nôtre maintenant, sinon que l'arrivée de ces millions d'immigrants qui cherchaient le paradis ne s'est pas passée en 24 heures, mais simplement sur un temps qui est beaucoup plus long. Et le Camp des Saints finit mal. Enfin, mal ou bien, selon les opinions. C'est-à-dire que c'est un livre de 400 pages. Hein. C'est quand même un problème important parce que imaginez toutes les questions qui peuvent se poser à nos consciences, même sur le plan social, sur le plan national, mais sur le plan intérieur de chacun. Qu'est-ce qu'on fait? Si on laisse entrer une masse pareille, que devient le pays? Si on ne laisse pas entrer, où est la charité chrétienne? Où est, comment dirais-je, la pitié, des tas de choses de ce genre. Justement, Donc, Jean Raspail, comment expliquez-vous que votre héros, qui est un écrivain, qui pourrait vous ressembler, qui est chrétien, qui est fier de son histoire, de l'histoire de son pays, lui, il est là avec un fusil. Il sait qu'il va devoir se défendre. Alors qu'il est chrétien, justement. Est-ce qu'il y a un paradoxe? Le héros n'est pas un écrivain, c'est un vieux monsieur. Un professeur, c'est un vieux monsieur à la retraite qui habite dans un vieux village au-dessus de l'endroit où la flotte vient de s'échouer. Il a une grande lorgnette et il se dit, voilà, on est fichu. Voilà. Et il ne tire pas, non. Non, il ne tire pas, mais il est profondément atteint. Il sait que c'est la fin. Alors, vous savez, c'est un livre sincère, c'est aussi un livre dangereux. C'est ce qu'on a dit à l'époque. C'est-à-dire que j'ai écrit ça il y a 40 ans. Je ne pourrais pas le réécrire maintenant, je n'aurais pas, je pense, le tonus ou l'extraordinaire colère que j'avais, mais je ne renie absolument rien de ce livre, par iota. La preuve, c'est qu'on le réédite maintenant. Vous dites même dans votre préface, d'ailleurs, qu'il serait impubliable aujourd'hui. Il y aurait des lois qui l'empêcheraient. C'est parce qu'en 1973, la liberté d'expression sur ce thème particulier. Vous savez, le thème
de l'immigration, de l'envahissement, comment dirais-je, des gens venus d'ailleurs, etc., est un thème extrêmement volubile, dangereux. Regardez, par exemple, le procès qu'on a fait à Éric Zemmour récemment, sur lequel je ne porte pas de jugement, sinon que je trouve qu'on n'aurait jamais dû lui faire un procès. Donc c'est un thème très dangereux. Bon. Le Code des cinq a été écrit avant les lois. Les lois Guesso, Lelouch et puis Perben. Voilà. Donc il n'est pas passible de poursuite. Mais quand on écrit sur un sujet pareil, où vous avez une masse immense venue du sud, du tiers-monde, voilà, ce sont naturellement des gens qui ne sont pas de notre type ethnique, c'est certain. Et on est là devant un choc de civilisation, et même, pardonnez-moi, mais ça existe, d'avoir une sorte comment dirais-je, d'opposition ethnique. Il faut quand même regarder les choses clairement, sans aucunement essayer d'envenimer ce débat. Mais ce débat nous attend, c'est le débat qui nous attend dans les années qui viennent. Bon, et donc, c'était avant les lois, puisque en 1973, d'abord, l'immigration était un problème qui était mineur, tout se passait relativement bien. C'est après que les choses se sont, comment dirais-je, aggravées, si vous voulez, ou en tout cas augmentées. Voilà. Et on a fait donc un certain nombre de lois successives pour comment dirais-je, barrer d'une certaine façon des gens qui ne pensent pas comme comment dirais-je, la conscience universelle, le politiquement correct. Encore une fois, là aussi, c'est extrêmement délicat. Vous avez dit que j'étais explorateur. J'ai passé 30 ans à voyager dans des civilisations et des peuples petits en voie de disparition, notamment en terre de feu. Je sais très bien ce que c'est qu'une civilisation qui va disparaître. J'ai défendu cela. Une civilisation qui va disparaître, elle doit se défendre avant de disparaître. Si les civilisations mineures ont disparu, c'est que leur défense n'était plus possible parce que le progrès, les gens qui l'entouraient, sont arrivés comme un raz-de-marée. Or, nous, c'est exactement une sorte de situation inversée. Nous avons une vieille civilisation, en Europe, en France, et nous nous trouvons devant des masses qui sont, en fait, gigantesques. Il y a quoi? Il n'y a pas 1 milliard d'Européens, il y a 600, on est plus que... Et en face, vous avez des centaines de milliers, des milliards de gens. Donc, nous devons être logiquement acculés à nous défendre. Mais justement, mais comment? Voilà, la question que je voulais vous poser, Jean Raspail, c'est qu'on pourrait dire qu'une civilisation à son apogée, forte, sûre d'elle-même, n'aurait pas peur de l'autre. Elle serait sûre de pouvoir l'intégrer. L'autre n'aurait qu'une envie, c'est de devenir, d'appartenir à cette civilisation. Parce que le politiquement correct a défini les gens qui arrivent comme l'autre. Vous savez, l'accueil à l'autre, le sourire à l'autre, le regard de l'autre, etc. Ce qui fait que ça finit par devenir une sorte d'étonnante puissance, un peu comme Big Brother D'ailleurs, vous avez intitulé votre préface. Moi, je l'ai intitulé Big Other. C'est-à-dire que nous sommes devant une sorte de, pas de conjuration, mais d'ensemble de sentiments faux ou vrais, d'ailleurs, de pitié fausse ou vraie, de fausse ou vraie charité chrétienne, qui fait que l'on doit, a priori, accueillir l'autre, Big Other, quel que soit C'était les vrai conditions. en 1973, Jean Raspail, et c'est pour ça d'ailleurs que votre livre à l'époque a été très controversé, mais depuis il s'est passé tellement de choses, il y a un tournant pour moi. Vous trouvez qu'il s'est passé beaucoup de choses? Regardez, en 1989, il y a le Premier ministre, c'est Michel Rocard, il est de gauche, et on se souvient tous qu'il a dit ce jour-là. Là, il y a eu un virage, il y a un avant et un après, je vais vous faire réécouter la phrase. C'était Michel Rocard, vous la connaissez, réécoutez-la quand même. Michel Rocard, qui était l'invité de TF1, d'Anne Sinclair, et qui n'a pas mâché ses mots, des mêmes propos fermes d'ailleurs, s'agissant par extrapolation de l'immigration, et des précisions très claires sur l'immigration clandestine.
ne pouvons pas héberger toute la misère du monde, que la France doit rester ce qu'elle est, une terre d'asile politique. Nous sommes signataires de la Convention de Genève qui prévoit de donner accueil à tous ceux dont les libertés d'expression ou dont les opinions sont réprimées sur place, mais pas plus. Il faut savoir, le chiffre n'est pas encore public, je peux le donner aujourd'hui, qu'en 1988, nous avons refoulé à nos frontières 66 000 personnes refoulées aux frontières. À quoi s'ajoute une dizaine de milliers d'expulsions depuis le territoire national. L'année 1988. Et je m'attends à ce qu'en 1989, l'année n'est pas finie, les chiffres soient un peu plus forts. Alors Jean Raspail, une civilisation forte, pour vous, est-ce que c'est celle qui dit oui, nous pouvons accueillir, ce qui se dit dans votre roman d'ailleurs, les autorités disent oui, bien sûr qu'ils viennent, ils seront chez eux, chez nous. Est-ce que c'est ça une civilisation ? Voilà. Est-ce que c'est ça une civilisation forte ou c'est comme aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux en France à dire bah non, on ne peut pas accueillir les autres nous font peur, les autres, c'est nous qui allons devenir comme les autres. Les autres ne font pas peur. Non, ça n'est pas le mot. Le tout est de savoir si on veut rester complètement nous-mêmes ou si on veut accepter, ça peut être possible. Ça peut très bien marcher, j'en sais rien. Si on veut accepter une civilisation entièrement mixte. Parce que ce que dit Rocard, là, c'est bien gentil. Tous les hommes politiques, les uns après les autres, ont tous dit ça. Giscard, Mitterrand, Chirac, ils ont tous dit ça. Or, ça n'a absolument changé rien. C'est-à-dire que ce sont des paroles verbales, c'est probablement électoral d'ailleurs, et rien n'a changé. Et entre le temps, j'ai oublié l'année, moi, où Rocard a dit ça, et aujourd'hui, comment dirais-je, le flux migratoire, comme on dit en jargon, a complètement explosé. Et en plus, les statistiques sont relativement truquées. Non, vous vous posez la question, comment réagir ? Eh bien ça, mes enfants, comme vous voulez. Hein. Alors ça, si vous voulez, ça peut très bien fonctionner, une civilisation métisse. Mais ça n'est plus, ça ne représentera plus les 18 siècles que signifie la France. Ça peut fonctionner, bien sûr. Les usines peuvent marcher, les trains aussi, etc. Mais quelle est la population qui est là ? En 2050, vous aurez la solution. Vous la verrez, moi je ne la verrai pas. Hein, parce que je serai Pourquoi mort. 2050 bon, 2050, environ 45-55. Dans toutes les zones, dans la grande majorité des zones urbanisées de France, urbanisées, j'ai bien dit, hein, la population active, c'est-à-dire, mettons, ou jeune, entre 5 et 55 ans à peu près, sera à plus de 50% extra-européenne. On peut la mettre, mais il faut savoir ce que ça engage. Il y a des gens qui peuvent trouver que c'est normal et que c'est peut-être même généreux, je ne sais pas, moi, d'entrer dans une civilisation de ce genre complètement mélangée. Ou que ce sera mieux, comme certains des personnages de votre livre. Moi, je ne suis pas de cet avis. Je ne suis pas de cet avis. Je pense que je veux rester... Je suis français depuis 18 siècles, si vous voulez, et je voudrais bien le rester intégralement. Je veux bien un certain nombre d'invitations, mais je ne veux pas un mélange total. Je ne veux pas. Et néanmoins, vous êtes aussi l'auteur de Moi, Antoine de Tounens, roi de Patagonie, qui était l'histoire d'un jeune Français qui devenait roi de Patagonie. Donc, oui, à la limite, vous le concevez qu'un autre, qu'on puisse aller chez les autres et devenir eux. Oui, mais le roi de Patagonie, c'est une sorte d'aventurier qui était allé rêver chez les Indiens, non ? Oui. Oui, ça n'est pas comparable. Tant qu'on est qu'un, ça va. J'ai aussi écrit Qui se souvient des hommes, qui est la fin des Indiens de Terre de Feu, qui ont été dépassés et, comment dirais-je, complètement annihilés par le progrès. Ils n'ont pas été tués, ils n'ont pas été génocidés, pas du tout. Simplement, c'est le progrès qui leur est arrivé dessus et ils se sont dissous. Voilà. Et ce qui va se passer... Enfin, ce qui peut se passer chez nous, c'est la dissolution de la vieille identité française. Pardonnez-moi, nous sommes tous, enfin, les Français de souche. J'aime beaucoup ce terme, je vous signale. On a beaucoup attaqué ce terme. Bon, c'est pas du tout déshonorant d'être Français de souche. C'est même la base de la population. C'est ce qu'a fait la France. Bon, alors ces Français de souche...
eh bien, veulent continuer à être eux-mêmes. Et à partir du moment où on ouvre les vannes, alors il y a des mouvements, des mouvements innombrables de mélange, de tout genre, qui font que nous ne serons plus nous-mêmes. Et ça, le tournant est en 2045-2050. Voilà. Vous le savez, Jean Raspail, en 2001, votre roman s'est un peu réalisé. Un matin, un bateau s'est effectivement échoué sur la côte d'Azur, là même où se situait Boulouris, un bateau de Kurdes, un cargo, ils étaient 1500. Vous allez les voir, j'ai retrouvé le voir. journal télévisé, c'est le camp des Saints, sauf qu'ils ne sont que 1500. Et s'est échoué là où j'ai écrit le livre. Exactement. Ah, ça, c'est assez curieux. Et c'était donc, vous l'aviez écrit en 72, il est paru en 73, en 2001, voilà ce qui s'est passé. Ces clandestins kurdes, une trentaine d'hommes, sont les premiers à avoir posé le pied sur le sol français. À 4 heures du matin, ils ont frappé aux portes des maisons voisines en disant « Help, ONU ». Le tanker qui les transportait vient de s'échouer sur la plage de Boulouris. Il n'y a pas de blessés, mais à l'intérieur du bateau, ils sont au moins 1500 Kurdes originaires d'Irak, des vieillards, des femmes et près de 200 enfants âgés de moins de 5 ans, épuisés après 7 jours de mer dans des conditions sanitaires déplorables. Nous sommes partis il y a 15 jours environ. Nous avons traversé la Turquie. On nous a fait passer par des tas d'endroits, je ne sais pas où, entre l'Irak et la Turquie. Savez-vous ce que vous allez devenir maintenant? Je ne sais pas, ça ne peut pas être pire qu'en Irak. Qu'est-ce que vous vous êtes dit, Jean Raspail, quand vous avez appris cela? Et est-ce que vous êtes de nouveau posé la question, que faut-il faire? D'abord, je me suis posé... J'ai écrit ce livre là, à 50 mètres. À cet endroit-là. Dans une villa qu'on m'avait prêtée. Je passais un an à l'écrire. Et le fait que ce cargo emblématique, et j'étais que 1500, les miens c'était 1 million, que ça se soit échoué là, m'a quand même fait réfléchir, parce que la coïncidence est étrange. Le Camp des Saints est un livre inspiré. C'est-à-dire que quand je l'ai commencé, en 72, je voyais la mer à Boulouris et je me suis dit un jour, s'ils arrivaient. Et tout le roman est venu comme ça, sans problème. Voilà. Donc c'est un livre, il est complètement à part dans ce que j'ai écrit. Et si vous voulez, c'est un signe, le débarquement des Kurdes. En fait, actuellement, il n'est pas arrivé de flotte avec des millions de gens. Non, pas du tout. Et certains que vous décriviez à l'époque comme affamés sont devenus riches, d'ailleurs, les Indiens. Ils sont arrivés autrement, aussi nombreux, mais un peu plus longtemps. Le Camp des Saints est une parabole. Mais on ne peut pas encore dire que ça ne se produira pas. Quand je regarde les événements d'Égypte, du Maghreb, etc., je me dis, avec tristesse d'ailleurs, que les habitants de ces pays ne sont pas sortis d'une mauvaise situation, que pendant quelque temps il va falloir réagir, les choses vont changer, la pauvreté va s'installer, rien ne va plus marcher. Et vous avez de l'autre côté de la Méditerranée, au nord, un certain nombre de pays proches et éventuellement accueillants. Jean Raspail. D'abord, on a beaucoup parlé de la France et Mme Lauvergeon a dit la France. Et d'ailleurs, je crois que Mme Lauvergeon, ici, c'est elle qui représente le mieux la France. Évidemment, c'est une tellement grande entreprise, c'est très important. Pour le reste, pardonnez-moi, je vois des politiques, des économistes, un linguiste, et je n'ai absolument pas entrevu la France. J'ai entendu parler d'économie, d'emploi, de quantité de choses. Je n'ai pas entendu parler une seule fois, sauf par mon voisin Chevènement, de ce qu'est à l'intérieur de chaque Français une sorte de conscience charnelle et presque sacrée de ce qu'est la France. Et si... Vue de la féodalité et de la monarchie. Pardon? Cette vue est celle de la féodalité et de la monarchie. Mais non, mais laissez la monarchie tranquille. Bon. On a fait les guerres avec ça, faut faire je voudrais attention. bien finir. Laissez finir. C'est ça. Et si on pense... j'ai l'idée que
au fond de toute chose, quand vous avez parlé du pessimisme des Français, au fond de toute chose, ça n'est pas, évidemment, le premier stade du pessimisme le plus important, c'est l'emploi, etc., le niveau de vie, etc. Mais ce qui est, je pense, ou du moins j'espère, le principal, c'est qu'à l'intérieur de la conscience de soi-même, il y a une sorte de découragement en pensant que la France, qui est notre pays depuis si longtemps, n'est plus ce qu'on avait connu, qu'on souhaiterait qu'il soit. Et ce n'est pas une question d'économie, c'est quelque chose d'assez brouillé, je dois dire. C'est une sensation purement de rêve, presque. Eh bien, je crois que c'est ça. En tout cas, je vais vous dire que c'est mon cas, et c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup aimé, monsieur, ce que vous avez dit. Elle évolue, la France, cher monsieur. Marie-France Garot. La France évolue. Comment Elle change. Mais changez-la. La France peut très bien changer. C'est très bien, j'ai dit tout à l'heure. Enfin, en 2050, si la population a changé, ça sera toujours la France. La géographie est là, les clochers seront là, les villages seront là, les choses seront un peu modifiées. Mais quel est le peuple qui habitera cette France? C'est très gentil, les économistes, les politiques nous prévoient des quantités de choses, nous parlent de tout, mais quel est le peuple qui habitera ce pays en 2050? Je veux savoir, vous ne pouvez pas me le dire. Tout autre aujourd'hui. Mais alors, moi je ne veux pas. L'essentiel, c'est que la Je France ne s'aime. veux pas. Je suis Si la France français, s'aime, elle je veux pourra. bien, mais je ne veux pas partager ça avec la terre entière. Rocard, il a dit ça avant moi. Mais vous parlez... Marie-France Garot. Non, mais je ne sais pas à quel point on se rend compte, nous parlons effectivement du passé sans cesse, c'est absolument frappant. Mais c'est absolument étonnant, nous n'avons que le mot du passé. Et cher Jean Raspail, même lorsque tout à l'heure vous avez parlé des Français d'il y a 18 siècles, vous avez dit je suis Français depuis 18 siècles, il y a 18 siècles, les Français ne ressemblaient pas à ce qu'ils sont aujourd'hui. La France est, comme l'ensemble de l'humanité, en changement constant.